horrible. Bah non, elle est pas horrible en vrai, il y a qu'en vidéo qu'elle est horrible. Moi, j'en ai remarqué. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que l'on n'a pas l'habitude de voir sur ma chaîne, puisque c'est une vidéo où on va parler de mes films préférés. Pour tout vous dire, c'est une vidéo que j'ai déjà tournée cet été, mais en fait le format ne me convenait pas, puisqu'en fait j'avais mis tous mes films préférés en une seule vidéo. Du coup c'est une vidéo qui était très longue, mais dans laquelle je pouvais pas rentrer dans les détails, sinon elle aurait été encore plus longue et du coup ça n'allait pas. Donc ça fait des mois qu'elle traîne et que j'arrive pas à terminer de la monter parce qu'elle ne me convient pas, tout simplement. Et pour tout vous dire à nouveau, ça fait déjà 1 heure que je tourne et en fait, pour une raison qui m'échappe, ma vidéo ne s'est pas enregistrée. Donc, pour que le format soit plus digeste que celui que j'avais envisagé à la base, je me suis dit que j'allais faire des vidéos plus courtes où j'allais parler de 5 ou 6 films maximum à la fois. Et éventuellement, à la fin, parler de ce que je regarde en ce moment en série, des fois parler de livres, etc. Donc du coup, voilà, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. C'est parti. Pour chaque film, je vais donner le scénario du film et éventuellement, si je m'apprête à spoiler quelque chose, je vous préviendrai et je mettrai un timecode pour que vous puissiez passer la séquence et ne pas vous spoiler le film, puisque j'aimerais bien que ça vous donne envie d'en voir quelques-uns et ce serait dommage de vous spoiler les fins ou des éléments importants du film. Voilà, comme ça c'est dit. Le premier film dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est un film que j'ai découvert il y a très peu de temps. Totalement par hasard, puisque en fait j'écoutais de la musique sur YouTube et quelqu'un avait utilisé les images du film sur une musique pour faire un clip. Ce film, c'est Buffalo 66 ou Buffalo 66 de Vincent Gallo. C'est un film qui est sorti en 1998. Vincent Gallo, qui est le réalisateur, est aussi l'acteur principal du film, et l'actrice principale est Christina Ricci, qui est une actrice que j'aime beaucoup. Donc, le scénario de Buffalo 66 est le suivant. Vincent Gallo sort de prison après plusieurs années d'incarcération, et le jour où il sort de prison, il doit aller manger chez ses parents. Le problème, c'est qu'il n'a jamais dit à ses parents qu'il était en prison. En fait, ça fait des années qu'il leur fait croire qu'il est marié, qu'il a une femme formidable, qu'il a un travail qui paye super bien, enfin voilà, que tout va très bien dans sa vie. Donc du coup, en chemin pour aller chez ses parents, il va kidnapper Christina Ricci pour la faire passer pour sa femme auprès d'eux. Voilà, ça c'est le scénario. Quand on entend le scénario comme ça pourrait presque être un film comique. Voilà, c'est pas du tout le cas. Il y a des choses drôles dans le film, mais c'est vraiment pas un film drôle. À dire vrai, je saurais pas vraiment décrire le film. Je saurais pas dire à quelle catégorie de film il appartient, à part dire que c'est un film indie. Il y a des scènes quasiment à la Twin Peaks en fait, avec des moments qui ont l'air complètement hors du temps, qui ont même pas l'air d'être dans le film. Et c'est un film que j'ai adoré, vraiment. Il est rentré tout de suite dans mon top de films. Je trouve que c'est un film magnifique, très très beau visuellement. Évidemment, Christina Ricci est adorable, puisque voilà, elle a le visage le plus mignon du monde. Là, je vais spoiler complètement la fin du film, donc du coup, je mets un timecode. S'il vous plaît, passez cette séquence si vous ne l'avez pas vue, puisque c'est quand même vachement important. J'ai pas envie que vous connaissiez la fin avant d'avoir vu le film, c'est normal. Donc voilà, vous passez à cette minute-là. La fin de ce film, pour les gens qui l'ont vu, je trouve, est totalement surprenante parce que pour moi, on voit pas d'autre issue qu'une issue mauvaise. C'est-à-dire que la fin est super stressante parce qu'on se dit soit il va se faire descendre dans la boîte où il va, soit il va se faire écraser par une bagnole, en plus il arrête pas de traverser la route, soit de toute façon, dans tous les cas, quand bien même il est vivant, il ne va pas retourner à l'hôtel pour retrouver Christina Ricci, et en fait si. Et ça fait tellement plaisir qu'il y retourne et qu'il y ait cette espèce de freeze frame de fin super mimi qui sort de nulle part. Vraiment, pour moi, ça change totalement la teneur du film et je trouve que c'est un film absolument adorable, même s'il y a plein de choses sombres dedans, même si c'est très particulier, je trouve que c'est un film qui est totalement réussi. Si ça vous a donné envie, je vous en prie, regardez-le, je pense qu'il pourrait plaire à plein de gens et que c'est un film qui n'est pas très connu, en tout cas. Moi, j'en avais jamais entendu parler, donc peut-être que vous non plus. Voilà, si ça vous donne envie, regardez-le, dites-moi ce que vous en avez pensé.
Le second film dont je vais parler, c'est vraiment un film pour lequel on n'a pas besoin de rentrer dans les détails puisque c'est Roméo plus Juliette de Baz Luhrmann. Voilà, c'est le premier film de grand que j'ai vu quand j'étais enfant, je devais avoir 10 ans ou 11 ans. Et enfin non, est-ce que c'est vraiment le premier film de grand ? J'exagère un peu, je vais pas dire ça, disons que c'est le premier film qui n'était pas pensé pour les enfants qui m'a vraiment fait quelque chose de particulier. Le scénario, c'est celui de Roméo et Juliette et c'est littéralement vraiment celui de Roméo et Juliette puisque c'est le texte original de la pièce de Shakespeare. Donc évidemment c'est très très beau, c'est très très bien écrit, les musiques sont trop bien, vraiment toute la bande son de ce film est magnifique, les costumes sont trop bien, évidemment l'esthétique c'est totalement années 90 mais c'est tellement stylé, même les armes sont belles, ce qui est quand même, moi les armes c'est vraiment pas quelque chose qui m'intéresse dans la vie, mais dans ce film là elles sont trop belles. Évidemment Roméo et Juliette c'est un film qui est très connu, je pense que c'est un classique, donc vous devez être très nombreux et nombreuses à l'avoir vu, et je pense que assez unanimement c'est un film que tout le monde aime bien, donc voilà, juste ça fait partie de mes films préférés. Le prochain film de la liste c'est mon Tarantino préféré, et je pense que, alors sans vouloir dire que c'est une opinion controversée, je pense quand même que c'est vraiment pas le Tarantino préféré de la plupart des gens. Ce film, c'est Boulevard de la mort ou Death Proof. C'est un film qui est sorti en 2007. Pareil, je vais donner rapidement le scénario du film avant de carrément vous spoiler, mais je vous préviendrai. Le film parle d'une bande de copines qui se font pourchasser par un tueur. Voilà, c'est tout ce que vous avez besoin de savoir avant de commencer le film. Il y a énormément de retournements de situation, donc je ne rentrerai pas plus dans les détails sans vous prévenir, juste sachez ça, voilà. L'autre chose à savoir, c'est que c'est un film extrêmement violent, alors pas tout le temps, mais par moments. En même temps, c'est un Tarantino, donc je pense que vous savez à peu près dans quoi vous vous engagez quand vous allez regarder un de ses films. Mais celui-là, je trouve, est particulièrement violent. Parce que c'est une violence que je trouve plus réaliste. Là, je vais commencer à spoiler, donc je vous mets un timecode pour que vous puissiez passer cette séquence-là. C'est une violence que je trouve plus réaliste parce que déjà, tout simplement, c'est une violence qui est liée à des accidents de voiture. Les accidents de voiture, ça arrive tous les jours partout dans le monde, c'est très violent, ça peut arriver à n'importe qui. Donc déjà, ça, c'est dur. C'est plus dur, selon moi, que par exemple la violence de Kill Bill qui est assez... C'est pas de la violence qui tient à des combats à l'épée, c'est une violence qui est liée à la voiture, à la route, etc. Et ça fait peur parce que c'est la vraie vie, quoi, ça peut arriver. Je sais qu'il y a un débat qui existe sur la façon de Tarantino de représenter les femmes, sur sa façon d'écrire les femmes, etc. Bon, sur d'autres films, je ne me prononce pas. En tout cas, pour moi, pour celui-là, je vois ce qui peut poser problème dans l'idée. Après, je trouve que c'est des personnages féminins absolument formidables et vraiment très bien écrits. C'est des femmes qui sont pleines de vie, qui sont belles, qui sont pleines d'énergie, qui sont intelligentes, qui sont courageuses et qui sont... finalement, quand il leur arrive du mal, tout est dû à ce type-là qui est lui, en revanche, un pauvre minable, un sale type, vraiment quelqu'un qui à aucun moment n'est admiré dans le film. Le méchant, c'est le méchant, point. Voilà, il n'y a rien à comprendre de lui, il n'y a rien à accepter de lui. C'est un sale type et c'est tout. De plus, la toute fin du film est tellement cathartique, c'est vraiment, ça fait du bien de le voir se faire défoncer par ces meufs-là, franchement, c'est trop bien. Pour moi, la toute dernière scène du film, et d'ailleurs le freeze frame de fin, où l'héroïne lui lâche sa botte en plein visage, et du coup son visage s'enfonce en lui-même, ça pour moi, c'est une scène qui vaut tous les problèmes du monde. Boulevard de la mort, c'est un très beau film. Si vous pouvez passer outre les scènes de violence qui sont très dures et très crues, mais qui sont quand même rares dans le film, il y en a vraiment, ça se compte sur les doigts d'une seule main, je pense. J'espère que je vous dis pas de bêtises. C'est vraiment pas l'essentiel du film. C'est un film que je recommande totalement. J'espère que il vous plaira si vous le regardez. Le prochain film dont je vais parler, c'est un film de John Woo avec John Travolta et Nicolas Cage.
Donc à ce stade, si vous l'avez vu, vous savez déjà de quel film je vais parler. Et si vous ne l'avez pas vu, vous avez sans doute envie de le voir. Ce film, c'est Volte-Face. Et ça fait partie de mes films préférés. Vraiment sans second degré aucun, je trouve que c'est un très très beau film. Le scénario, évidemment, ne tient pas debout. De base, c'est évident, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Pour les gens qui ne connaissent pas, le principe de Volte-Face, c'est que John Travolta, c'est le gentil flic, et Nicolas Cage, c'est le méchant bandit. Par une suite de circonstances que vous découvrirez si vous voyez le film, ils échangent leur visage, c'est-à-dire que Nicolas Cage se fait greffer le visage de John Travolta et John Travolta se fait greffer le visage de Nicolas Cage, et s'ensuit évidemment tout un film que moi je trouve très très bien, mais voilà, il y a plein de situations qui prêtent à sourire, mais je trouve vraiment honnêtement que c'est un beau film. C'est un film qui date de 97, donc il y a des choses qui n'ont pas forcément bien vieilli, mais après dans sa globalité, le film est quand même, pour moi, tient tout à fait la route. Volte-Face, c'est un film qui, je pense, n'est pas très connu des gens de ma génération. Peut-être que si vous êtes un petit peu plus vieux, évidemment vous l'avez vu. En tout cas, pour les personnes de mon âge qui ne l'ont pas vu, écoutez, ça vaut le coup de se pencher dessus, peut-être qu'il vous plaira. Enfin, le tout dernier film dont je vais parler, c'est un film qui, par contre, n'est vraiment pas connu du tout. C'est un film que j'ai découvert uniquement parce que je voulais voir ce qu'avait fait Matt Smith à part Doctor Who, sinon je pense que je ne serais jamais tombée dessus. C'est un film qui s'appelle Womb. Donc c'est un film qui est sorti en 2010 et les deux rôles principaux sont tenus par Matt Smith et Eva Green. Je vais juste dire de quoi parle le film parce que c'est impossible de donner le scénario sans spoiler complètement, donc je vais juste dire de quoi parle le film et après je parlerai du scénario en spoilant, mais je mettrai bien un timecode comme pour les autres fois. Le sujet du film, c'est le clonage. Voilà, c'est les limites éthiques du clonage. Ce qui est surprenant avec ce film, c'est que c'est pas du tout un film qui a l'air de parler de science-fiction. C'est vraiment un film, tout ce que je peux dire sans spoiler, c'est que ça se passe sur une petite île où il fait très froid. Là, c'est dans un petit village. Les personnages principaux habitent dans une espèce de petite maison en bois sur la plage. Voilà, il n'y a rien qui crie science-fiction. C'est un film où il y a assez peu de dialogue. Voilà, il y a beaucoup de silence, il y a beaucoup de contemplation, etc. En tout cas, pour moi, c'est pas le genre de film que je m'attends à voir parler de ce sujet-là. Dans le film, les personnages d'Eva Green et Matt Smith se connaissent depuis l'enfance puisque Matt Smith habite sur la petite île et Eva Green vient juste pendant les vacances puisque son grand-père habite sur la petite île. Et quand ils sont petits, ils jouent ensemble, etc. Ils sont un petit peu amoureux l'un de l'autre. Mais du jour au lendemain, Eva Green ne vient plus. Jusqu'au jour où, une fois adulte, elle revient puisque son grand-père est décédé et qu'elle vient vivre dans sa maison. Et elle retrouve Matt Smith. Ils recommencent à se fréquenter, ils partent en week-end ensemble et là, Matt Smith meurt. Pas de chance. Et du coup, là se pose la question du clonage. Dans ce film, le clonage se passe de la façon suivante. On récupère l'ADN de la personne décédée et ensuite, tout simplement, quelqu'un va devoir porter ce clone dans son ventre. Quelqu'un va devoir avoir une grossesse de ce clone. Il doit grandir comme un fœtus classique. Et en l'occurrence, du coup, Eva Green va porter le fœtus de son grand amour. Et donc, c'est évidemment complètement glauque, puisque du coup, cet enfant, qui est finalement son compagnon, elle va devoir le porter dans son ventre, accoucher de lui, l'élever quand il est enfant. Et en plus, les clones sont très très mal vus. Il n'y a pas que lui comme clone, il y en a d'autres à cet endroit-là, et à l'école ils se font rejeter, etc. Enfin voilà, ils sont pas bien vus du tout, on considère que c'est anormal. Et du coup, voilà, le film suit l'enfance du clone, son passage à l'adolescence, puis à l'âge adulte, et tout ce qui s'ensuit. Je dirais que malgré le sujet, c'est pas vulgaire du tout, c'est dur,
parfois, mais il n'y a rien de trash. Après, moi, mon souci, c'est que Eva Green me terrifie. Je trouve qu'elle est très très belle, mais d'une beauté anormale, parce qu'elle a un regard très particulier. Du coup, elle me fait très peur, en particulier dans ce film. Ça n'empêche pas que je l'ai vu plein de fois, mais elle me met très mal à l'aise, alors que c'est bizarre. Mais quand elle parle français, elle me fait plus peur. Je pense que c'est un film qui peut plaire à d'autres personnes. Ceci dit, si vraiment vous le regardez et que vous trouvez ça trop bizarre, ne m'en voulez pas, je vous aurais prévenu. C'est un film qui est quand même bien particulier et qui a un sujet qui est difficile. Donc voilà. Faites-moi confiance. On en a fini avec les films pour aujourd'hui. Du coup, très brièvement, je vais juste parler des séries que je regarde en ce moment ou que je viens de terminer et juste de 2 livres que je lis en ce moment aussi. Donc en ce moment, je regarde Buffy. En fait, c'est une série avec laquelle j'ai grandi par le biais de ma mère. Du coup, je connais à peu près tous les grands arcs de la série, mais je n'ai jamais vu la série en entier. Et surtout, chose très bizarre, je connais l'épisode musical de la dernière saison par cœur, mais je n'ai pas vu l'épisode, puisqu'en fait, on avait le CD, et du coup, j'ai beaucoup écouté le CD, donc je connais tout le scénario de l'épisode et tout un tas de révélations qui sont faites pendant l'épisode, mais je n'ai pas vu l'épisode et je n'ai vu quasiment aucune des saisons avant. Voilà, donc du coup j'ai une relation très très spéciale avec Buffy, et là j'en suis à la saison 2, donc franchement je trouve que ça a super bien vieilli. C'est une série qui est super intéressante, qui est super drôle, il y a vraiment beaucoup de choses à en tirer. Du coup voilà, donc ça je regarde Buffy en ce moment, et je regarde aussi The Haunting of Bly Manor, donc la saison 2 de The Haunting of Hill House, et la saison 1 de The Haunting of Hill House, c'était tellement bien, c'était vraiment formidable. Et je trouve que cette saison-là aussi démarre très très bien. J'avais vu des gens dire qu'ils trouvaient que la saison 2 démarrait moins vite que la saison 1, et moi pour le coup j'ai l'impression inverse. Je trouve que dès le premier épisode de la saison 2, il y a vraiment des éléments horrifiques qu'il n'y avait pas dans la saison 1, en tout cas pas dans mon souvenir. En tout cas c'est très très bien, même si ça prend pas le même chemin que la première pour le moment, c'est très très bien. De toute façon, j'adore le réalisateur Mike Flanagan, je trouve que c'est clairement le meilleur réalisateur d'horreur qu'on a en ce moment. J'ai vu, je pense, quasiment tous ses films. Il y a l'adaptation du roman Jessie de Stephen King qui est disponible sur Netflix et qui est vraiment parfaite. En tout cas pour moi qui adore ce livre, c'est peut-être mon Stephen King préféré. Je trouve cette adaptation parfaite de A à Z. Elle est vraiment géniale, ça fait vraiment peur, comme le livre. Il y a aussi un film avec Karen Gillan, je sais pas comment ça se prononce, qui s'appelle Oculus. C'est un film que j'avais vraiment adoré la première fois, ça m'avait complètement soufflé. Je l'ai revu, ça m'a pas fait autant d'effet, mais je trouve quand même que c'est un très très bon film d'horreur, super original. Ça aussi c'est de lui. Et il y a un autre film que j'ai adoré de lui, par contre c'est pas vraiment un film d'horreur, c'est plutôt un slasher ou un thriller. Je crois que ça s'appelle Hush. Et en fait, donc c'est un scénario de slasher de base, c'est-à-dire il y a une fille toute seule chez elle, et il y a un tueur qui veut rentrer chez elle pour la tuer. Mais l'originalité du film, c'est que ce personnage principal, cette femme, elle est malentendante. Et du coup, tout le film tourne autour de ça. Comment elle fait pour savoir qu'il est là, comment elle fait pour se protéger, comment elle fait pour se battre avec lui alors qu'elle ne l'entend pas arriver, etc. Et du coup, voilà, le film est vraiment super intéressant. Et en série que je viens de terminer, il y a Agretsuko. Donc là, je vais salement spoiler Agretsuko, donc faites attention si vous n'avez pas vu la fin de la saison 3. Je sais pas s'il va y avoir une saison 4 parce que... Alors, a priori, oui, il y en a une. Mais pris tel quel, pour moi, la saison 3, ça pourrait être une fin de série. Je trouve que ça se tient bien comme ça. En tout cas, ouais, la scène avec le cutter, vraiment, enfin moi je m'y attendais pas du tout. Je trouve que c'est complètement à l'opposé de tout le reste de la série. Je m'attendais pas à voir quelque chose de si violent. Et vraiment ça m'a fait peur, vraiment j'ai eu des frissons, j'ai trouvé que c'était très violent, d'autant plus que la série est évidemment très mignonne, c'est Sanrio et tout, donc on s'attend pas du tout à ça. Et ouais, du coup je trouvais que c'était vraiment super bien. J'espère qu'il y aura une saison 4 parce que j'adore Agretsuko, mais s'il y avait pas de saison 4, ma foi je trouve que ça se finit d'une façon qui me convient, donc voilà. Et enfin, très brièvement, donc 2 livres que je suis en train de lire. Le premier, c'est le nouveau tome de Twilight.
évidemment. Si vous me connaissez depuis longtemps, vous devez potentiellement savoir que j'adore Twilight, j'adore les livres, bon les films un petit peu moins, j'aime vraiment beaucoup le premier, d'ailleurs ça fait partie de mes films préférés, j'adore le premier Twilight, je trouve que c'est un super film. Quand j'ai appris que le premier tome raconté par Edward sortait enfin, je pensais que ça n'allait jamais arriver, et ben j'étais vraiment trop contente. Et franchement, les 300 ou 400 premières pages, j'ai trouvé que c'était trop bien. J'ai trouvé que c'était super bien écrit, super bien amené. C'était vachement intéressant d'être dans la tête d'Edward au moment où il rencontre Bella, de voir tous les scénarios qu'il imagine pour pouvoir la tuer. Enfin, il y a plein de choses très intéressantes aussi au niveau de la famille d'Edward. Tout ce qu'on apprend sur Alice, tout ce qu'on apprend sur Rosalie, sur Jasper, etc. Ça, c'est vraiment super intéressant. Mais là, ça doit faire 2 semaines que je bloque vers 550 pages parce que je trouve que ça devient quand même assez redondant. Une fois que Bella et Edward sont ensemble, bon, c'est pas passionnant. Surtout que là, je sais que j'arrive au moment où James va arriver et où Bella va être kidnappée et tout, donc je sais qu'on va être dans la tête d'Edward et que ça va juste être chiant, en tout cas c'est l'impression que j'ai. Donc du coup voilà, franchement ça démarrait super bien, c'est super bien écrit, comme les premiers, enfin... la plupart des gens qui ont lu Twilight que je connais, même si c'est pas de la grande littérature, c'est des livres dans lesquels on est assez happé en fait. On n'a pas envie de les reposer et c'était bien le cas pour celui-là aussi. Surtout que c'est le même traducteur que pour les 4 premiers. Et j'aime vraiment bien sa traduction parce que moi je les ai lus en anglais aussi et je trouve que la version française a plus de charme parce que le traducteur utilise plein de vieilles expressions françaises pour qu'on comprenne bien qu'Edward en vrai il a 100 ans, donc il sort des trucs genre et tout le tout team machin, donc soit qu'ils sont pas dans la version anglaise, enfin américaine, soit que je peux pas percevoir parce que l'anglais n'est pas ma langue maternelle, donc peut-être que ça me saute moins aux yeux que c'est des vieilles expressions qui sont employées. En tout cas, voilà, je vous dirai ce que j'en pense quand je l'aurai fini, si ça vous intéresse. Je regrette pas de le lire, mais c'est vrai qu'à force, là, ça devient un petit peu long quand même. Et le second livre que je lis, enfin c'est pas vraiment un livre, c'est plutôt un roman graphique, c'est Tomie de Junji Ito. C'est un cadeau que mon copain a eu pour son anniversaire. Du coup, une fois qu'il l'avait fini, j'ai commencé à le lire. En fait, c'est un recueil de plusieurs tomes de Tomie. En gros, Tomie, donc, c'est une jeune femme qui a comme une sorte de malédiction. Elle passe son temps à mourir et à revenir, mais en fait, à chaque fois, elle meurt dans d'horribles conditions. En fait, c'est une jeune femme qui est très belle, qui est très cruelle, et qui du coup ensorcelle un peu les hommes et les rend fous jusqu'à ce qu'ils finissent par la découper. C'est toujours comme ça. En gros, Tomie arrive, elle s'immisce dans la vie de quelqu'un et à la fin ce quelqu'un pète un câble et la découpe et ensuite elle revient à la vie et c'est tout le temps comme ça. Ça tourne beaucoup autour du body horror, c'est beaucoup de choses voilà, invraisemblables, de déformation de corps, etc. C'est plutôt sympa. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous donne envie de regarder des films dont j'ai parlé, n'hésitez pas à me le dire. S'il y a certains films dont j'ai parlé que vous connaissez, n'hésitez pas aussi à venir m'en parler, puisque ça m'intéresse. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire pour que je sache si j'en refais d'autres. De toute façon, je vais voir au montage si ça me plaît. Si ça me plaît pas, je sais pas si j'en referai d'autres. En tout cas, n'hésitez pas, si ça vous intéresse, à me laisser un petit commentaire pour me le faire savoir. Voilà, ça fait toujours plaisir. Je voulais aussi vous remercier pour vos retours sur mes 2 dernières vidéos, puisque ça me fait super plaisir de voir que vous êtes toujours au rendez-vous, que vous laissez des commentaires super gentils, que vous êtes content de me revoir. Je suis contente de vous revoir aussi, donc c'est très bien. Merci beaucoup et à la prochaine.